Mesdames, Messieurs, chers amis Cannes Université, c'est un très grand plaisir de vous accueillir malgré un contexte difficile pour les 6e printemps de Cannes Université. Chaque année, depuis 2015, notre association organise un colloque nous permettant de réfléchir ensemble sur un sujet complexe et nécessaire, pour ne pas dire essentiel. Nous avions commencé avec Hubert Reeves sur un thème d'une actualité certaine, peut-être encore plus aujourd'hui. Dans quel monde voulons-nous vivre? Depuis, nous avons réfléchi à l'école, au bonheur, à l'aventure et au féminisme. À chaque fois, ces sujets ont été abordés à travers le regard croisé d'éminents intellectuels venus de domaines très différents. Ce soir, le sujet que nous allons traiter le sera avec cette même volonté de diversité dans l'approche et l'analyse. Ce thème est d'une éternelle actualité et en même temps se renouvelle sans cesse. Il s'agit de la famille. Immuable pour certains, en pleine évolution ou révolution pour d'autres, elle ne laisse personne indifférent. La famille, qu'on l'idéalise ou qu'on la rejette, est au cœur de nos vies. Même si la crise que nous connaissons et qui s'annonce longue n'est pas sans conséquence sur cette institution, ce sujet va bien au-delà. Il faut se garder d'un regard uniquement à l'aune de l'actualité, mais prendre du recul pour appréhender les enjeux et le sens de cette évolution. Pour cela, la vision d'une philosophe nous est apparue nécessaire. Je suis ravi que Laurence Vanin, philosophe, directrice de la chaire Smart City de l'Université Côte d'Azur, essayiste et conférencière bien connue des adhérents de Cannes Université, ait accepté de nous donner son regard, son analyse, sa vision. Le titre de son intervention, « Les liens et la distance », résume parfaitement l'ambivalence, la complexité de l'institution familiale. Mais la famille a aussi une histoire. Il est impossible d'en comprendre le rôle et l'avenir sans se plonger dans ses racines. C'est l'historienne et conférencière Marie-Claude Méliès, elle aussi une grande amie de Cannes Université qui intervient très régulièrement chez nous et que je remercie, qui va nous donner les clés historiques nécessaires. Grâce à la compréhension de l'intimité familiale dans l'Antiquité, nous pourrons mieux analyser les valeurs familiales dans notre société. Cette analyse va se poursuivre, cette étude, cette marche que nous allons mener ensemble, avec celui qui nous fait l'honneur d'intervenir pour la première fois à Cannes Université, l'économiste Nicolas Bouzou. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce thème un économiste que nous connaissons tous, essayiste, chroniqueur, éditorialiste, entrepreneur à l'expertise de très haut niveau. Il publie aujourd'hui aux éditions de l'Observatoire un livre qui est au cœur de ce thème. Son titre, « L'amour augmenté, nos enfants et nos amours au XXIe siècle ». Le sujet peut d'ailleurs surprendre pour un économiste qui devient à cette occasion aussi un sociologue. Mais en réalité, et je pense que ce sera un des sujets du débat, l'économie et la famille sont depuis toujours indissociables. Monsieur Bouzou, c'est pour ça que nous avons souhaité, sur ce thème majeur, vous inviter afin que vous puissiez nous dévoiler, avec votre pédagogie, votre dynamisme et votre optimisme, l'avenir de la famille, ou du moins ce que vous nous en proposez, et de nous aider ainsi à mieux vivre notre futur. En effet, les printemps de Cannes Université sont l'occasion, comme le nom de ce colloque l'indique, de fêter un renouveau à travers la réflexion et de comprendre un monde souvent compliqué pour mieux y vivre. En cette période, cela nous semble à tous plus que jamais nécessaire et c'est la mission, le travail d'une équipe. Et cette équipe, je souhaite la remercier ce soir. Tout d'abord, un grand merci à Madame Sarah Yalda, notre partenaire depuis plusieurs années. C'est grâce à elle que nous avons un grand succès dans nos Cannes conférences et nos printemps et je l'en remercie. Merci aussi à notre ami journaliste Philippe Muller qui anime depuis l'origine tous les printemps de Cannes Université et qui ce soir en sera encore le chef d'orchestre. Merci à Marc Giroux, qui ce soir est encore à la technique, et grâce à lui, depuis tous ces confinements, nous continuons de pouvoir être présents avec vous, conserver notre activité en Facebook Live. Merci à l'équipe de Cannes Université, toujours au poste, toujours efficace, toujours motivée, Catherine, Frédéric, Véronique, merci pour votre investissement.
Et puis un remerciement un peu plus particulier à Marie Junk, nouvelle directrice de Cannes Université que vous avez découvert lors de nos vœux il y a quelques mois, dont les printemps sont les premiers et qui les a organisés de main de maître. Je l'en remercie. Merci enfin, et ça me paraît très important, à la ville de Cannes et à son maire David Lisnard, qui contre vent et marée soutient notre action. Et merci à vous, vous adhérents, vous amis Cannes Université, présents ce soir parmi nous, et que nous continuons de vouloir conserver proche de nous, et je l'espère bientôt en pouvant nous voir dans des événements en vrai. Grâce à vous et à votre travail, j'ai donc le très grand plaisir d'ouvrir les 6e printemps de Cannes Université sur le thème de la famille et de passer la parole à Philippe Muller. Merci à vous, cher Emmanuel. Merci, Président. Effectivement, je vais vous présenter en quelques minutes la philosophe Laurence Vanin, que vous connaissez toutes et tous, habituée des colloques de Cannes Université, fidèle conférencière, les docteurs en philosophie, directrice, vous l'avez dit, Emmanuel, de la chaire Smart City, philosophie et éthique, c'est à l'IMRED, c'est-à-dire l'Institut méditerranéen du risque, de l'environnement et du développement durable, au sein même de l'Université Côte d'Azur. C'est une chaire qui est parrainée par Boris Cyrulnik, que nous avons eu la chance également d'avoir à un précédent printemps. Alors, Laurence Vanin est auteur de nombreux ouvrages. Nous n'aurions pas assez de temps pour tous les citer, pour ouvrir justement la philosophie à tous. Alors, on va en citer quelques-uns. Il y a La vie au bout des doigts, qu'elle avait coécrit avec Henri Joyeux et Jacques Di Costanzo. Il y a des tracés philosophiques sur les antiquités, l'énigme du temps, vers une philosophie du sablier. Il y a eu Rebelle également, vers une révolution éthique. Et puis l'Europe, l'ère du vide, Fracas, la pensée en éclats, Tintin et Hergé, qui a eu du succès, une aventure de la pensée, les philosophes vus autrement, avec des anecdotes de grands penseurs, Le secret du Petit Prince. Voilà quelques-uns des ouvrages écrits par Laurence Vanin. Laurence, vous assurez également la direction de la collection Chemin de pensée et vous avez succédé avec votre professeur et regretté ami Jean-François Mattei. Vous avez également une chaîne YouTube, on peut suivre vos interventions, vos conférences. Et Emmanuel l'a dit il y a un instant, vous allez donc nous parler des liens et de la distance au sein de la famille. Alors, il est vrai que les circonstances actuelles nous éloignent un peu, peut-être, de nos proches, mais en temps normal, on n'entretient pas toujours aussi des liens de proximité avec la famille. C'est ce que vous allez nous dire. Ce sont les paradoxes de l'affectivité. C'est à vous, Laurence. On vous écoute avec beaucoup d'attention. Merci. Bonjour à tous. Je remercie le président de Cannes Université de me faire l'honneur de m'inviter à cette rencontre qui annonce le printemps. Donc, il faut se réjouir de jours, j'espère, futurs plus heureux que ceux que nous vivons et qui sont un peu particuliers aujourd'hui. Merci, cher Philippe, de cette présentation. Nous nous connaissons depuis fort longtemps maintenant et je suis ravie toujours de pouvoir. D'habitude, je te vois physiquement, je le regrette. Aujourd'hui, nous sommes loin, mais c'est un plaisir pour moi. Et puis, merci, bien sûr, à toutes les personnes qui organisent à Cannes Université les conférences et la ville de Cannes. Je suis très heureuse d'être parmi vous en tant que philosophe aujourd'hui et de pouvoir proposer mon point de vue aux côtés de mes éminents collègues et je suis vraiment très touchée que vous ayez pensé à moi. Aujourd'hui, j'aimerais traiter le sujet de manière un peu différente ou en tout cas, j'aimerais sortir des sentiers battus et peut-être parler de ce lien avec la famille par le prisme, vous l'avez compris, de mes fonctions de titulaire d'une chaire qui parle de philosophie appliquée aux technosciences et donc à la modernité. Et donc le lien et la façon dont je vais vous définir aujourd'hui, ou en tout cas vous reparler de cette famille, j'espère vous apportera quelques éléments concrets de réflexion. Alors j'ai pensé à quelque chose déjà. Je n'avais pas envie de définir la famille pour dire que c'est le même, enfin c'est vivre en ménage ou vivre sous un toit commun en ayant des liens de parenté. J'avais pas envie de rentrer dans cette comment dire définition pure de la famille, ni même dans la généalogie, c'est-à-dire dans l'histoire de la famille, puisqu'une historienne va vous en parler juste après moi. Je n'avais pas envie non plus de parler du statut de la famille. Être marié, en concubinage, monoparental, composé, recomposé, bref, j'avais pas envie d'entrer dans ces sujets-là. Par contre, il y avait quelque chose qui m'intéressait beaucoup, c'était de penser à la famille par rapport à deux choses, deux éléments qui pour moi sont deux expériences philosophiques absolues. La première, eh bien, c'est cette situation que nous vivons, la situation de cette pandémie qui nous a obligés pour certains eh bien, soit à vivre enfermés, on va dire, ou en tout cas dans des espaces un peu restreints à plusieurs, et donc à se rapprocher des siens.
Et quand je parle de la famille, vous l'avez compris, je ne vais pas parler forcément des familles éloignées, mais déjà des familles proches. Et cette façon de se retrouver soudain dans cette proximité physique, eh bien, amène quelques réflexions. Donc ça, c'est la pertinence, on va dire, de l'événement que nous vivons à travers cette crise Covid. Deuxième point, et qui me semble être un exemple assez pertinent, il m'est revenu au moment où vous m'avez posé la question de parler de cette famille, un extrait, enfin un exemple qu'avait cité et illustré fort bien mon cher ami Schopenhauer, qui nous prenait l'exemple de la relation affective, notamment conjugale, et il avait pris un exemple assez sympathique de deux hérissons. Vous savez que notre ami Schopenhauer est un stoïque, et je crois qu'aujourd'hui, dans l'époque que nous vivons, il nous faut être stoïque pour nous tenir à distance de nos passions et être un peu, comment dire, dans la maîtrise de soi et dans la gouvernance de soi. Et pour ça, eh bien, ces deux hérissons sont importants. D'abord, si on est trop près l'un de l'autre, on l'a bien compris, si on est deux hérissons, on se pique. Et d'une certaine façon, eh bien, si on est trop loin l'un de l'autre, on ne peut plus se voir et donc on n'est plus ensemble. Cette métaphore du hérisson avait été reprise autrefois par rapport au fait que si on promenait son chien en laisse, avec notamment un collier étrangulaire, une laisse très courte, eh bien, le chien, il vous promène en même temps. Et cette étreinte qui finalement vous étouffe et en même temps fait que le chien rentre de sa promenade en étant absolument essoufflé, ne convient pas à la situation. De la même manière que si vous tenez un chien en laisse, avec une laisse qui se déroule à l'infini et que vous ne voyez plus votre chien au bout de la laisse, eh bien, vous pouvez en réalité perdre votre chien ou il peut lui arriver peut-être un accident avec une voiture ou autre. Bref, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la bonne distance pour le maître et son chien pour se promener, eh bien, c'est une laisse suffisamment longue pour que le chien puisse faire sa petite promenade et une pour que le maître soit dans la posture agréable. Eh bien, ces deux exemples corrélés du hérisson de Schopenhauer, repris par la métaphore du chien, et en même temps, cette situation du Covid m'a amené à réfléchir à la question de la famille et notamment les liens. Voilà. Repensons le lien et comment s'inscrivent ces liens que nous entretenons avec la famille. Et là, il m'est apparu quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'on pourrait parler de la famille avec des liens dans une forme de généalogie, comme s'il y avait une descendance, une continuité de soi en l'autre. Et donc, dans ces cas-là, nous parlons d'une temporalité de la famille. Hein, on est bien dans le cadre du temps. Et donc, le lien qui fonderait la famille, c'est la temporalité de cette famille qui se continue et se perpétue à travers l'autre, c'est-à-dire la descendance. Et puis, en même temps, je me suis dit, mais si je suis dans le lien par rapport au temps, en réalité, qu'est-ce que je viens de vous décrire? Le lien par rapport à la distance. Et là, on parle bien de distance physique. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais aborder cette question-là du lien et de la distance avec la famille lorsqu'on évoque non seulement ce lien et cette distance dans le temps, et ce lien et cette distance dans l'espace. Et c'est ce que je vais vous proposer dans ma réflexion. La première chose que je peux dire, c'est que au départ, la famille, enfin quand on est enfant, la famille, c'est le père et la mère. C'est des êtres adultes qui nous tiennent par la main, qui nous aident à nous tenir debout ensuite. Et puis surtout, ce sont des êtres qui favorisent pour nous, enfin qui nous permettent de nous épanouir. Et donc, à un moment donné, je vais parler de Boris Cyrulnik parce que je ne peux pas faire autrement. Ces liens nous constituent et œuvrent à bâtir le lien de confiance. Et la famille, c'est normalement ce lien de confiance que l'on peut entretenir avec l'autre de manière à ce que l'on puisse grandir à soi-même et être, comment dire, pleinement à soi. Disons que le lien familial est un lien non seulement qui structure, donc qui donne une forme, mais c'est aussi un lien qui rassure, c'est-à-dire un lien qui étoffe le cœur, qui habille le cœur, comme dirait Antoine de Saint-Exupéry. On est vraiment dans quelque chose qui nous amène à des expériences particulières. Et puis, on le sait très bien, famille, je te hais. On dit souvent, on ne choisit pas sa famille, on choisit ses amis. Et puis, famille, je t'aime. C'est-à-dire que cette distanciation au niveau des émotions et des sentiments est permanente. On passe son temps à vivre avec sa famille dans des sortes d'épisodes de contradiction, avec des moments de rupture ou de conflit plus ou moins passagers, et puis avec des périodes où, en fin de compte, on resserre les liens. Ça, c'est intéressant. Et puis, il y a aussi l'idée que être en famille, vivre en famille, c'est aujourd'hui, surtout dans la société moderne, faire l'épreuve de la fragilité aussi. Parce qu'on l'a bien compris, on fait l'expérience des ruptures. Et l'expérience des ruptures, eh bien, amène
recompositions, des adaptations permanentes de la famille à une autre famille. Alors, c'est pas seulement la belle famille cette fois-ci, c'est la famille d'un autre que papa fréquente ou d'une autre, peu importe. Dans tous les cas, on est dans une situation où il y a un mouvement de fluctuation des individus qui fait qu'on fait l'expérience de la fragilité du lien. Et en dehors de cette fragilité du lien, on fait aussi l'expérience de la perte. Malheureusement, et il faut quand même le dire, si le temps suit l'ordre des choses, les parents qui vous ont tenu la main, qui vous ont appris à grandir, qui vous ont appris à vous épanouir, ce sont aussi des parents qu'à un moment donné, vous allez perdre. D'abord, vous les perdez une première fois quand vous grandissez et que vous vous émancipez de la maison. Hein, je vous renvoie à mon ami Aristote. Soit tout simplement, eh bien, vous les perdez parce que le temps, l'âge, la vieillesse et forcément, à un moment donné, la rupture. Donc, on se retrouve dans une, comment dire, dans quelque chose de paradoxal, c'est que dans la famille, nous faisons typiquement l'épreuve et de la fragilité et l'épreuve de l'auto-assurance qui nous permet de nous tenir droit et de nous consoler et de nous tenir droit. Donc, on est vraiment là dans quelque chose de spécifique. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y aurait peut-être une sorte de géographie de la famille. Et cette géographie de la famille ramènerait nécessairement à un espace familial. Et si je vais droit vers l'espace familial, vous voyez très bien où je veux en venir, c'est-à-dire un territoire. Il y a donc dans la famille une question territoriale de la famille, c'est-à-dire où est-ce que je pose l'affirmation de soi. Vous savez que dans les maisons, autrefois, avec le modèle patriarcal, le buffet, la chambre à coucher renvoyaient à des stéréotypes de la puissance masculine, etc., etc. Donc, c'est une structure, c'est le lien politique et l'économie domestique a commencé par la famille. Donc, tout ça, intéressant parce que la famille, c'est une cellule quasi politique, hein, où on apprend d'ailleurs la sociabilité dès le plus jeune âge. Donc voilà, qu'est-ce que la famille? Eh bien, c'est tout simplement, au regard de ce que je viens vous dire, bien évidemment, hein, en tant que philosophe, c'est quelque chose qui renvoie à des liens sociaux, il y a des valeurs que l'on se transmet de génération en génération, ou tout simplement des valeurs spécifiques, typiques auxquelles on peut tenir, parce que bah, si on vient d'une certaine région, on a les valeurs de sa région, et puis on est un peu chauvin, ou si on a une famille qui vient d'un pays étranger, comment dire, ce métissage, cette culture qui s'allie à une autre, nécessairement, ça renvoie à des valeurs bien spécifiques. Tout ça pour vous dire que la famille dépend pour moi d'un concept que j'avais écrit dans un de mes ouvrages et que j'avais développé, c'est le topologos. Logos, c'est la raison, la réflexion à partir d'un lieu. Et ça m'interpelle parce que la Covid nous a permis de montrer que finalement, le topologos, le temps du lieu, de l'ici et de maintenant, de la construction de soi et de la construction dans la relation à la famille, eh bien, nous amener à quelque chose d'assez particulier, l'homme en repli ou l'homme en retrait dans ce qu'on appelle l'espace domestique. Et là, c'est intéressant parce que dans l'espace domestique se pose bien évidemment la question de l'individuel. Dans l'espace domestique, la maison, je me dois d'être en famille, donc développer mon lien familial et l'affection que je peux avoir pour mes proches. Et en même temps, je suis individualiste parfois. Et non seulement je suis individualiste parce que j'ai besoin d'exister en tant qu'individu dissocié de la famille, mais aussi j'ai besoin d'une part d'intime. Et vous voyez, pour moi, ça y est. Si je suis en famille, je tisse les liens. Si je parle pour moi-même individuellement, je détache un peu les liens. Et lorsque je veux de l'intime, tout simplement, j'exclus l'autre de ma petite sphère, de mon petit espace qui me permet d'avoir ma liberté et en même temps la discrétion dans la discrétion de ce que je suis, c'est-à-dire quelque chose qui ne regarde pas l'autre. Mon jardin secret, ma demeure intérieure à laquelle, en fin de compte, tu ne participes pas. Donc voilà, ça c'est intéressant de le penser ainsi et puis d'amener bien évidemment l'objet technologique. Il fallait amener l'objet technologique parce que, rappelez-vous, le premier confinement qui était particulièrement difficile pour tous, les familles, eh bien évidemment, il y avait ceux qui étaient éloignés les uns des autres, donc l'outil Internet a beaucoup servi pour pouvoir se voir, s'entendre, etc. Mais pour ceux qui étaient la famille proche, c'est-à-dire les parents et les enfants, on a souvent entendu les parents se plaindre de leurs enfants. Et on s'est même demandé comment ça pouvait se faire que des parents puissent se plaindre des enfants bruyants, etc. Ben, c'est tout simplement parce que dans la journée, il est délégué habituellement à d'autres, et là, ben, ils avaient à supporter parfois le manque d'éducation, il faut bien le dire, de leurs enfants. C'est juste une petite pointe en passant. Donc tout ça pour vous dire que quelque part l'objet technologique, alors on peut penser au PC, à la tablette, la télévision,
la radio, enfin tous ces instruments qui viennent peupler l'univers du quotidien des humains, eh bien, c'est ce qui va permettre finalement, en tout cas, c'est ce qui a permis, il y a longtemps, quand je dis longtemps, vous l'avez bien compris, il y a quelques années de cela, tout simplement, et même encore aujourd'hui, c'est une métaphore encore là. Ça permettait de raccourcir les distances entre les grands-parents, les neveux, les nièces, les cousins, les oncles, les tantes, parce qu'on était loin, on n'habitait pas dans la même ville, donc on se connectait, on pouvait se voir, échanger, parler, et effectivement, c'est ce qui resserrait le lien. Or, on s'est rendu compte que là, avec ces périodes de confinement, eh bien, aujourd'hui, c'était plutôt une façon, non pas de resserrer les liens et de raccourcir la distance, mais bien au contraire, on avait envie de sortir de la maison. Et comme on ne pouvait pas, on sortait par d'autres biais, c'est-à-dire on sortait par le prisme de la dématérialisation des réseaux. Et donc, de cette manière-là, on pouvait tout simplement sortir de chez soi, entre guillemets, tout en restant chez soi, tout simplement par la connexion. Et là, c'était assez intéressant parce que finalement, on se rend compte que l'objet connecté, aujourd'hui, c'est pas cet objet qui permet de rapprocher ce qui est distant, mais plutôt au contraire de fuir ce qui est présent. On est dans une sorte de renversement, un paradoxe qui me semblait important, en tout cas, de souligner ou en tout cas d'aborder avec vous. Alors, c'est intéressant parce que quelque part, à partir de cette analyse, qu'est-ce qu'on peut se dire? Déjà, on peut se demander si on où on place l'objet connecté. Parce que ça, c'est très important. Vous avez certainement Luc Hoffmann qui parlait à un moment donné de l'évolution de la famille en disant, avant la famille, c'était la table à manger, tout le monde mangeait ensemble et le moment des repas structurait l'ensemble. Et puis, la vie moderne a fait que chacun rentre un peu à des heures qui sont pas enfin oui, différentes, et en même temps, on mange pas aux mêmes heures non plus, puis on mange pas la même chose. Et Kaufmann explique très bien d'un point de vue sociologique que le point de ralliement, c'est le frigo. En fait, on ouvre la porte du frigo, on va se servir, et c'est là qu'on croise son père, sa mère, son frère, sa sœur. Et donc, tout s'était placé au cœur de la cuisine. Aujourd'hui, j'aimerais dire en tant que philosophe que les choses se déplacent autrement. Le point de ralliement, c'est plus le frigo, contrairement à il y a 5, 6, 7 ans, mais c'est véritablement la tablette, l'écran, l'objet connecté. Et là, on se rend compte que c'est particulier parce que cet objet connecté, finalement, il est là. Et au départ, vous savez, quand on achetait une télévision, autrefois, jadis, vous l'avez bien compris, on se disait où est-ce qu'on va la mettre? Si l'écran était grand, il fallait quand même qu'on soit à bonne distance avec son fauteuil. La réflexion, c'était où placer l'objet connecté pour que la famille se place autour. Aujourd'hui, c'est plus ça. Chacun se promène avec sa tablette, son téléphone, etc., etc. Il y a encore certainement dans les familles l'ordinateur fixe, mais malgré tout, chacun va qu'à ses occupations numériques, puisque chacun a, en fin de compte, la possibilité de vivre indépendamment des expériences, on va dire, dématérialisées par le digital. Et là, eh bien, ça veut dire que l'objet connecté, eh bien, vient compenser ce que la vie à l'extérieur m'apportait. On pourrait même dire que finalement, si l'objet que je plaçais au cœur de la maison, la télévision par exemple, pour qu'on regarde ensemble, aujourd'hui, eh bien, c'est l'inverse. On a l'impression aussi que j'inscris des traces de ma vie intime, propre, domestique, dans la maison. J'inscris des traces de ma vie à l'extérieur de la maison, à l'extérieur même de ma propre vie via l'objet connecté. Je projette dans un monde de signification extérieure à l'intimité et à cette distance rapprochée l'ensemble des épisodes de ma vie. Ce qui veut dire que je peux faire un selfie dans mon salon, je le place sur un réseau social, je partage ce moment avec d'autres. Et ce qui est drôle, c'est que je peux le faire même si je suis mariée avec toi, et je peux le faire sans que toi, tu vois ce que moi j'ai envoyé. Ce qui signifie que, d'une certaine manière, la multiplication de l'outil à domicile amène des espaces où je projette ailleurs une vie intime, c'est-à-dire que je me mets à distance de l'autre qui vit avec moi et qui m'est proche. Par la même occasion, cette mise à distance me permet finalement de comprendre que je crée des espaces de rupture. S'il y avait le territoire familial, il y a des territoires où je romps avec l'espace familial pour entrer dans l'espace social. Et à partir de ce moment-là, eh bien, je porte un regard différent, non seulement sur ma maison, mais sur l'extérieur. En même temps, ces objets, chacun porte aussi un regard particulier dessus. Je peux être content d'avoir un téléphone portable parce que je peux jouer avec, je peux prendre une photo et en même temps, je peux téléphoner. Mais en même temps, si je suis à table et que je joue avec mon téléphone ou que je tripote mon téléphone, quelqu'un peut regarder cette action et se dire
mais elle est pénible, elle pourrait laisser son téléphone. Donc le même objet est regardé par moi comme un pôle d'attractivité et pour l'autre comme quelque chose d'insupportable. Et à partir de ce moment-là, on se rend compte qu'on joue encore les arcanes de l'émotivité ou en tout cas de l'affect, à savoir est-ce que cet objet m'exclut, t'exclut de ma vie ou au contraire, est-ce qu'il peut m'approcher de toi? Le problème, c'est le problème de la mise en commun finalement, la mise en commun non seulement des équipements dans la maison, mais même la mise en commun d'une histoire, si parallèlement je peux la vivre ailleurs par l'Internet. Ensuite, n'oublions pas, les enfants qui grandissent, à qui on donne enfin un accès à un Facebook, même si on le limite, etc., ce sont des enfants qui sont heureux parce que pour eux, ça y est, ils font l'apprentissage d'une forme d'autonomie. Ils ont l'impression d'être libres, d'avoir quelque chose qui les émancipe de la maison. Ils sont toujours dans la maison, ne l'oublions pas. Mais ils ont l'impression d'être émancipés. Et donc, quelque part, on se rend compte que la question critique au sein de la maison, c'est une question qui aujourd'hui ramène même au conjugal, c'est-à-dire même la question critique du lien de proximité ou d'éloignement du couple renvoie à la façon dont on utilise des objets connectés qui, d'une certaine manière, pourraient être aussi le signe d'un évitement conjugal. Nous vivons ensemble, sous confinement, enfermés, des jours et des jours. Nous n'avons plus la possibilité de vaquer à nos occupations séparément et quelque part, nous avons peut-être envie de nous éviter un peu dans la maison parce que cette distance qui nous étoufferait, comme dirait Schopenhauer avec ses hérissons qui se piquent, on a besoin de la mettre à distance. Et là, eh bien, la famille, c'est le lieu où s'exprime le secret, le discret et l'intime. C'est pas simplement le lieu où on partage tout, c'est pas le lieu où on a besoin de cet affect qui se révèle totalement. Et donc, dans la proximité territoriale, il est complexe d'envisager tout ça. Pour finir, parce que je pense que mon temps va m'être compté et je ne voudrais pas me faire rappeler à l'ordre, je vous ai livré ces pensées uniquement pour vous faire réfléchir. Bien sûr, il n'y a pas de jugement. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que le territoire, le lien, la distanciation pose problème au cœur même des relations affectives aujourd'hui, que ce soit des enfants qui se sentent étouffés ou trop, observés par les parents, ou le conjoint qui se dit, quand je suis sur Internet, ma femme ou bref, me regarde de travers parce que je suis un peu trop de mon côté à avoir une sorte de vie en dehors de la maison. Et on se rend compte que finalement, la famille se privatise. Non seulement elle se privatise, mais elle nourrit des complicités autres. Et donc, elle devient quelque chose qui interroge, interpelle. Que se passe-t-il? Est-ce qu'il y a toujours de la sincérité dans l'amour? Est-ce qu'il y a des évasions qui sont des évasions numériques? Est-ce qu'il y a effectivement, des complicités nouvelles qui se nouent ailleurs et qui peuvent poser problème au sein même de la relation qui semblait idéale au départ? Et là, on pose la question de deux choses qui relient la question de la distanciation ou du rapprochement familial. Un, est-ce qu'il faut instaurer au cœur même de la famille des nouvelles frontières? C'est-à-dire jusqu'à quel point tu as le droit de jeter un œil sur mon téléphone, sur mon écran, sur ma tablette, regarder l'historique de ce que j'ai pu faire. Ça peut être quelque chose qui pose une frontière de l'intime, jusqu'à quel point mon ado, je peux le surveiller, comment on fait. Et en même temps, le problème du contrôle. Est-ce qu'on doit mettre des limites à un moment donné pour l'intime, si on vit trop près les uns des autres, parce que confinés, et où placer, en fin de compte, la zone de contrôle, ou en tout cas la zone de porosité, et puis en même temps, puisque nous vivons en famille, quelque part, même si nous nous disputons, nous nous aimons, où placer également cette partie commune dans laquelle nous avons encore à partager, nous réinventer, nous aimer, nous disputer, bref, être une famille à part entière, vivante, active, et puis qui en même temps, comme dirait Nietzsche, s'éprouve avec le réel et au concret du réel. Hein. Il faut à un moment donné aussi pouvoir être dans une forme de relation à l'autre, hein, qui ne me tue pas, mais qui me rend plus fort. J'en ai terminé ici, je vous remercie pour votre attention. Merci infiniment, Laurence, pour votre propos et votre vision philosophique de la famille, de ses liens et de ses distances. Nous enchaînons, si vous le voulez bien, avec Marie-Claude Méliès. Marie-Claude Méliès est historienne et conférencière, diplômée d'histoire des religions et des civilisations. Marie-Claude Méliès, vous intervenez régulièrement, hein, comme Laurence, il y a un instant, au sein de Cannes Université, sur des sujets liés aux civilisations égyptiennes, gallo-romaines et autres. Et on vous a suivi également le mois dernier une très intéressante conférence sur la Mecque, ce lieu de pèlerinage du monde musulman. Alors vous allez nous parler à présent de l'intimité familiale dans l'Antiquité, la Bible, l'Égypte, la Grèce, Rome également, du couple à l'origine de la civilisation. On parlera avec vous de transmission, du mariage
et des valeurs également que l'on doit transmettre aux enfants. Voilà, vous avez la parole pendant une quinzaine de minutes sur effectivement cette conférence. Merci beaucoup. Je vous remercie Philippe, je remercie aussi bien sûr le président, je remercie aussi Laurence, bien sûr Nicolas, Laurence pour sa prestation philosophique tout à fait dans le moment. Moi, je suis toujours 3000 avant Jésus-Christ, mais ça me permet quelquefois de comprendre aussi ce qui se passe maintenant. Mon propos était de voir, puisque les modèles dits parentaux vivent un grand chambardement, je me suis d'abord dit, mais quelles sont ces valeurs actuelles qui, peut-être, ont traversé les siècles. Alors, les valeurs naturelles de la famille, c'est d'abord pour moi l'amour, je dis actuel. L'amour, il faut apprendre à aimer. J'ai lu dans le communiqué que c'était une construction, a dit Nicolas, je suis tout à fait d'accord avec lui. Laurence vient nous parler de respect. Le respect, c'est aussi valoriser la façon de penser de l'autre. Et c'est ce qui nourrit la confiance en soi. On vient d'en parler. L'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre. L'honnêteté, c'est une sorte de communication aussi qui va permettre au sein de la famille de communiquer sans peur. Je pense que ça, c'est très important pour communiquer après avec le groupe. L'autonomie, vous savez que normalement, nous, parents, eh bien, nous devons apprendre à nos enfants à voler de leurs propres ailes. Quand on va très très loin dans l'idée d'amour, on peut aller jusqu'au pardon, parce que l'erreur est humaine, donc il faut qu'on essaie de s'entraider pour qu'il y ait une sorte de dynamique qui soit donnée à la famille, une dynamique que moi j'appelle heureuse et saine. Ça, c'est très important. Donc, avoir des valeurs familiales, c'est posséder un certain attachement envers ce qui fonde la famille. Je vous renvoie aux articles 212, 213, parce que moi, j'avais donc donné comme titre, et ça m'amusait d'entendre Philippe redonner le titre, Intimité familiale dans l'Antiquité. Je dois vous dire que c'était un peu une boutade, parce que j'avais envie de remonter dans toutes ces études des anthropologues, des ethnologues, des historiens, tout simplement, pour essayer de comprendre comment la famille a évolué. Alors l'idée de famille, l'idée de propriété a suivi une lente et graduelle évolution. Alors quand on prend la Bible, il n'est pas bon que l'homme soit isolé, dit l'Éternel Dieu, dès qu'il a achevé sa création. La vie commune est donc inscrite dans notre culture, dès l'époque biblique. Mais l'homme va évoluer et il va petit à petit, son cerveau va évoluer, ses sentiments également, et petit à petit, cette espèce de théologie biblique va être un peu mise à mal, et on va demander aux ethnologues, aux anthropologues, aux biologistes aussi, d'essayer d'expliquer l'évolution de cet homme dans sa famille. Surtout, on pense qu'il y a une promiscuité originelle qui devait amener la constitution de la famille par la femme. On pense qu'il y a eu au départ ce qu'on appelle l'endogamie, c'est-à-dire un mariage dans le même groupe, et que la femme était celle qui mettait au monde un enfant. On ne savait pas quelle était l'origine de la parenté, donc l'enfant était là dans le groupe et il était éduqué par le clan, parce que je suis obligée là, pour parler de famille, d'essayer d'expliquer comment pouvaient être éduqués les enfants dans un contexte particulier. Donc, qu'est-ce que j'aime, moi? Vous savez que quand je présente une conférence, je suis toujours avec mes images, parce que mes images, pour moi, elles témoignent de quelque chose. Et quand on voit toutes ces petites Vénus, avec focus sur les organes génitaux très très importants, on a l'impression qu'elles sont liées, ces petites Vénus, à la procréation, que finalement la femme a été l'idéal, elle est l'idéal de procréation, elle est le fondement de l'équilibre du groupe. Un groupe, il faut qu'il se poursuive, enfin c'est l'idée que l'on a pu
voir hein, en essayant de comprendre cette origine. Il y a donc une importance sociale de la femme dans la préservation du groupe. Alors on dit que petit à petit, peut-être, les femmes sont devenues de plus en plus importantes et qu'elles vont garder avec elles l'enfant. Vous savez qu'il a fallu attendre presque le 19e siècle pour savoir qu'il y avait spermatozoïdes, ovules, pour qu'il y ait fécondation. Donc, on est là, certaines fois, les femmes ne pouvant pas avoir d'enfants, elles allaient se baigner dans le lac où on pensait que là, il y avait peut-être des germes qui allaient leur permettre de ne plus être stériles. Donc, on se retrouve avec un monde où la femme va jouer un rôle important. Et là, c'est en 1861, le sociologue suisse qui s'appelait Bachofen, qui va dire qu'il y a eu sans doute une sorte il appelle gynécocratie, une sorte de gouvernement par les femmes qui avaient les enfants avec elles. On retrouve cette gynécocratie ou ce pouvoir des femmes à travers les grandes idoles que l'on a retrouvé au moment du néolithique, c'est-à-dire quand il y a eu cette sédentarisation de l'humain. Je vous dis tout simplement que la Déméter grecque, elle s'appelle Cérès en latin, c'est l'origine du mot céréale, hein, l'étymologie est tout à fait importante. Étymologie aussi importante, le mot matrimonium, hein, qui signifie mariage, montre bien le droit des mères. Il y a dans certaines civilisations, chez les Étrusques, quelque chose de matrilinéaire dans les noms donnés. On passe par la mère. Et puis, vous allez me dire, mais attendez, c'est bien beau de nous dire que la femme a eu un moment un certain pouvoir, mais nous, ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu patriarcat. Alors, ce patriarcat, il serait venu d'abord du droit du plus fort. Tout d'un coup, un homme a envie d'aller récupérer, enlever la femme du groupe d'à côté. Ça s'appelle un enlèvement, un rapt, ça s'appelle un ravissement, hein, c'est la même étymologie. Il se trouve que ces enlèvements, on en retrouve dans la mythologie. Vous allez avoir l'enlèvement de la belle Hélène, déclenche la guerre de Troie. Vous allez avoir l'enlèvement, j'oubliais, Perséphone par le dieu Hadès. Vous avez l'enlèvement des Sabines chez les Romains. Vous avez l'enlèvement de Thésée qui va enlever la belle Antiope, la reine des Amazones. Et cette mythologie des Amazones serait peut-être aussi liée à ce matriarcat qui finalement va disparaître et sera remplacé par le patriarcat. Alors, la question, comment passe-t-on d'un matriarcat au patriarcat? Alors, dans les livres, on nous dit que les Indo-Européens, alors on les situe, on ne sait pas trop, hein, Desmoules a écrit un livre de 700 pages là-dessus, entre la mer Noire et la mer Caspienne, ils partent, ils arrivent, ils sont à l'origine hein, des Grecs, des Romains, des Celtes, enfin de tout ce monde européen, et ils vont imposer dans toutes ces régions d'Anatolie, de Turquie, des abords de la Méditerranée, un dieu qui est un dieu mâle, qui est associé à la conquête du sol. Donc, l'exemple, c'est Apollon qui va terrasser le serpent Python qui protégeait le culte de la déesse mère à Delphes, par exemple. Et ces dieux des Indo-Européens, qui étaient des dieux plutôt masculins, Diaous, ça veut dire Dieu, mais ça veut dire la lumière, c'est Zeus, hein, va jouer un rôle important et l'homme indo-européen va récupérer la terre, il va conquérir la terre et c'est l'homme qui va conquérir la terre. Alors, cette pauvre femme qui pouvait être enlevée, on va retrouver aussi des vestiges de ces enlèvements, de ces ravissements, je vous le disais, on va les retrouver aussi dans le rituel du mariage. Dans le rituel du mariage, que ce soit à Sparte, que ce soit à Rome, le marié soulève sa femme au moment où il va passer le seuil de sa maison, ce serait un vestige
de ces enlèvements. Et on sait que en Russie, en Pologne, en Lituanie et même en France, il y a des sortes de combats qui existent dans d'anciens rituels liés justement à ce mariage. Donc, l'humain va devenir pater familias, il a la patria potestas, droit de vie, de mort, familia en latin, ça veut dire esclave, le groupe d'esclaves, la femme, les enfants, les esclaves. Le pater familias, il a le droit de vie et de mort. Qu'est-ce qu'il a aussi? Il a le droit, il faut qu'il reconnaisse l'enfant. Et l'enfant doit être de lui. Il peut y avoir différentes mères. La mère n'a pas d'importance. C'est lui qui va reconnaître l'enfant. Cet enfant, il le met, il le présente sur le seuil de sa maison. Soit il l'accepte, soit il peut l'exposer. Vous voyez qu'on est tout à fait loin de l'amour pour les enfants que l'on peut peut-être même certaines fois à l'excès connaître en ce moment. Donc il y a l'exposition, droit de vie et mort, il y a exposition. Il y a aussi chez les Romains l'adoption. On se rend compte que les liens du sang peuvent être importants, mais de toute façon c'est du côté du père, ils ne sont pas toujours des liens importants puisque l'adoption va faire que un César adoptera Octave, et c'est Octave qui sera héritier et deviendra le fameux Auguste que vous connaissez tous. Vous voyez tout ce cheminement, et il faut ensuite ce pater familias, finalement, j'allais dire qu'il faut attendre 1975, avec cette égalité des droits de l'homme et de la femme, pour que l'homme et la femme se trouvent à égalité devant l'éducation des enfants. Alors, je voulais aussi vous dire, parce que je ne sais même pas combien de temps, j'en suis presque à mon quart d'heure, c'est très difficile pour moi de tenir le timing, mais vous dire aussi, lisez Plutarque, parce que Plutarque, dans les vies parallèles, si vous parle de l'éducation des Spartiates, des habitants de Sparte. C'est très intéressant dans le chapitre quand il parle de Lycurgue, le grand législateur de Sparte. Qu'est-ce qu'il voit? Il dit que Lycurgue dit que lui, législateur, la première chose à s'intéresser en tant que législateur, c'est l'éducation. Et cette éducation, eh bien, il va essayer d'organiser les mariages, les naissances. Plutarque aussi nous dit que il y aura. Plutarque nous dit aussi que il va y avoir. Excusez-moi. Plutarque nous dit aussi que, parce que là on me fait signe que je dois m'arrêter et j'ai perdu le fil de mon propos. Donc Plutarque nous dit aussi que il n'y avait aucun problème que les Grecs ou les Romains pouvaient prêter leurs femmes. Donc, par exemple, on sait que Caton d'Utique va prêter sa femme à son ami Hortensius. Hortensius aimait bien, trouvait tout à fait agréable la femme de Caton. Il ne pouvait pas avoir d'enfant. Et Marcia, et ça je vais peut-être terminer là-dessus pour une petite boutade, mais Marcia, qui va donc vivre avec Hortensius, lorsque Hortensius va mourir, elle ira retrouver Caton d'Utique, et elle deviendra le symbole de la fidélité conjugale. Alors, je vais terminer là-dessus parce que c'est pour vous faire un peu réfléchir et voir que c'est pas si facile d'attacher l'idéologie de la famille à ce qu'on appelle la famille nucléaire, monoparentale. Vous voyez que depuis la nuit des temps, l'humain a essayé de s'adapter. Je vous remercie beaucoup tous. Merci infiniment Marie-Claude Méliès pour également cette fois votre vision d'historienne en ce qui concerne effectivement l'intimité familiale, le mariage et la famille. Nous enchaînons avec Nicolas Bouzou, économiste, essayiste, chroniqueur à la télévision, habitué des plateaux. Vous intervenez aussi, Nicolas Bouzou, dans la presse écrite, vous êtes éditorialiste et Emmanuel Voisin-Monchaux l'a dit tout à l'heure, entrepreneur à l'expertise de très haut niveau. Alors on vous définit comme un économiste libéral, mais c'est le sociologue qui s'exprime dans votre
dernier livre, L'amour augmenté, nos enfants et nos amours au XXIe siècle. Et justement, vous allez nous parler de l'avenir de la famille. Alors, bien entendu, son évolution avec les nouveaux modes de rencontre et de procréation. On va parler un petit peu d'infidélité, je crois. Vous allez nous dire aussi en quoi la famille demeure une valeur refuge. Et on parlera aussi peut-être avec vous de l'impact des confinements sur le noyau familial. Voilà, on vous écoute avec beaucoup d'attention, Nicolas Bouzou, pendant une trentaine de minutes environ. Et puis après, si vous le voulez bien, je vous poserai quelques petites questions. C'est à vous, Nicolas. Merci. Avec plaisir. Alors, j'espère que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien. Oui. Je vais commencer par corriger une toute petite inexactitude dans la présentation. L'amour augmenté est mon avant-dernier livre. Ah, d'accord. Le dernier livre est Homo Sanitas, dont je fais la promotion en ce moment dans les médias, mais c'est une inexactitude qui ne porte pas à conséquence parce que je vais commencer par un point qui est un point de technologie médicale et qui va faire le lien avec la famille. Vous allez tout de suite comprendre. Vous avez peut-être vu passer cette nouvelle il y a quelques jours. Des chercheurs israéliens ont réussi à faire accoucher des souris. Elles ont réussi à générer des embryons de souris par un utérus artificiel. Et c'est la première fois que l'on réussit à faire ça. Il y a des recherches sur l'utérus artificiel depuis longtemps, mais ce sont, vous l'imaginez bien, des recherches qui sont extrêmement complexes et on ne pensait pas que les premières naissances via un utérus artificiel pourraient arriver aussi rapidement. Donc c'est désormais chose faite et dans l'amour augmenté, alors dans Homo Sanitas aussi, mais dans l'amour augmenté, je traitais de la question de l'évolution des techniques de procréation et de l'impact que cela pouvait avoir sur la famille. Parce que en Europe et en France, mais en réalité le problème est européen, dès que l'on commence à évoquer des technologies médicales qui touchent à la procréation, au fond, il y a toujours une inquiétude, et cette inquiétude, je vais la résumer avec une expression que je n'aime pas, que je vais essayer de démentir, mais qu'on entend souvent dans le débat, hein, même des philosophes tout à fait émérites comme Sylviane Agacinski, par exemple, emploie cette expression, c'est l'expression d'enfant sur commande. Il y aurait au fond l'idée selon laquelle la modernité, les technologies, ou ce que les technologies impliquent sur la modernité, pourrait générer une réification de l'enfant et au fond nous emmènerait dans un monde, alors qui d'ailleurs à mon avis pour ces philosophes est déjà le monde dans lequel on vit, mais qui serait le monde heideggerien de la technique, si vous voulez, c'est-à-dire cette idée chez Heidegger selon laquelle la technique, dans notre modernité, se suffit à elle-même. Elle ne sert plus un but qui peut être un but moral ou plus généralement un but philosophique, mais elle se suffit à elle-même. Et donc, on ferait des enfants, je dirais, un peu mécaniquement ou tout simplement pour notre bon plaisir. Et les technologies permettraient ça. On avait eu d'ailleurs le même débat. Alors là, je commençais en évoquant l'utérus artificiel, mais quand nous avons débattu cet été en France de l'opportunité d'ouvrir la PMA, la procréation médicalement assistée aux couples de femmes, on a déjà eu ce débat en filigrane, hein, et le jour où on débattra, j'en parlerai dans quelques instants, de la GPA, c'est-à-dire la gestation pour autrui, ce débat reviendra. Hein. Donc, je répète, hein, cette idée selon laquelle, au fond, dans notre univers extrêmement technologique, eh bien, cette technologisation entraînerait une mécanisation des rapports humains, y compris dans la famille, y compris dans les rapports entre les parents et les enfants. Alors, vous vous en doutez, je ne crois absolument pas à ça. Je crois même très exactement l'inverse, à dire vrai. Je pense que l'évolution de la famille depuis maintenant, la révolution industrielle, ça a été très bien montré par Luc Ferry dans un livre il y a une dizaine d'années qui s'appelait La révolution de l'amour. L'évolution de la famille depuis la révolution industrielle, c'est une évolution qui, au contraire, comme l'indique d'ailleurs le titre du livre de Luc Ferry, est une évolution qui laisse une place toujours plus importante à l'amour au détriment d'autres considérations. Et je voudrais d'ailleurs rappeler pourquoi est-ce que la famille d'amour se généralise
au milieu du 19e siècle, c'est en réalité pour des raisons économiques et des raisons technologiques. Donc, vous voyez, ce n'est pas du tout l'idée selon laquelle la technologie entraînerait une réification des relations humaines ou une technologisation, une mécanisation des relations humaines dans la famille. On voit dès le milieu du 19e siècle très exactement l'inverse. Pour une raison qui avait été très bien mise en lumière par Marx, mais il n'en a pas tiré toutes les conséquences. En particulier, il n'a pas mené de réflexion sur la famille en suivant son matérialisme historique. Ce que je veux dire par là, c'est que à partir du moment où la mécanisation des rapports de production génère l'émergence de très grandes unités de production économique, donc les usines. Ces usines, elles sont localisées au 19e siècle, là où c'est le plus pertinent du point de vue logistique, c'est-à-dire près des ports. Et ces villes portuaires deviennent de très grandes villes. On voit ça en Angleterre, hein, c'est bien évidemment ce qui se passe à Liverpool ou Manchester. Manchester n'est pas une ville portuaire, Liverpool l'est, mais elle est reliée à Liverpool par un canal qui est creusé d'ailleurs au tout début de la révolution industrielle. L'agglomération des activités économiques et des emplois dans ces villes va générer un exode rural très important. Alors Marx va le voir, et il a raison bien évidemment, comme quelque chose de négatif, hein, comme un arrachement négatif des gens à leurs origines, mais on peut le voir tout au contraire comme quelque chose d'extrêmement positif. C'est-à-dire qu'on peut voir aussi l'arrachement des personnes à leur village, à leur religion. On peut voir ça aussi comme une désaliénation, quelque chose qui permet d'exprimer une liberté. Et cette liberté, eh bien, elle va avant tout s'exprimer dans le choix du conjoint. Et c'est la raison pour laquelle on va progressivement passer du mariage d'intérêt au mariage d'amour. Et à partir du moment où on aime son conjoint, eh bien, on aime davantage ses enfants. Et c'est un autre point sur lequel je voudrais insister, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, mais c'était déjà en filigrane hein, dans les interventions qui m'ont précédé. L'amour des enfants est quelque chose qui n'est pas automatique, c'est quelque chose qui n'est pas mécanique. Vous avez un magnifique livre d'histoire sur ce sujet, qui est le livre d'Elisabeth Badinter, hein, qui s'appelle L'amour en plus. D'ailleurs, je me suis un peu inspiré de son titre pour moi-même trouver le titre de cet ouvrage. Et ce qu'explique Elisabeth Badinter, donc son livre est vraiment un livre d'histoire. Elle explore les relations entre les parents et les enfants depuis des siècles. Et ce qu'elle montre très bien, c'est que pendant longtemps, la règle a été de ne pas aimer ses enfants. Ça a été, ou en tout cas de les aimer plus que modérément. Et ça n'était pas une question de classe sociale. Hein. Ce désintérêt traversait absolument toutes les classes sociales. Vous avez cette phrase de Montaigne, pardonnez-moi, mais que je cite de mémoire, mais pas mot pour mot, qui dit quelque chose comme « J'ai perdu ces dernières années 4 ou 5 enfants à la naissance. Je le dis sans joie, mais sans tristesse. » Et donc, pour vous dire à quel point il était vraiment très, très attaché à ses enfants. Et ce qu'explique Elisabeth Badinter, c'est que au XVIIIe siècle, et même d'ailleurs au début du XIXe siècle, la règle était certes d'avoir beaucoup d'enfants, mais c'était très rapidement, c'est-à-dire au bout de quelques jours, voire de quelques heures, de les laisser en nourrice, d'ailleurs dans des conditions qui étaient des conditions absolument épouvantables, hein, des conditions d'hygiène, de désintérêt qui nous semblerait absolument aujourd'hui, qui nous semble absolument inimaginable. Et on récupérait ces enfants quelques années après. Ils vivaient un tout petit peu avec leur famille, quelques années, et puis ensuite, ils allaient travailler. Donc, vous voyez qu'on n'était pas du tout dans des relations qui étaient des relations d'amour telles qu'on les conçoit aujourd'hui. Et même encore, disons, jusqu'au
dernier quart du 19e siècle, la question de l'abandon des enfants était une question majeure. C'est d'ailleurs une question de santé publique, hein, puisque on trouvait énormément d'enfants abandonnés dans les rues de Paris. Il y en avait énormément, à tel point que c'est un problème qui a été réglé par le ministère de l'Intérieur. Donc là encore, vous voyez qu'on n'avait pas une vision des enfants qui était une vision extrêmement progressiste. Ce que je veux dire par là, et c'est tout le sens du livre d'Elisabeth Badinter, c'est qu'il ne faut pas il faut pas donner trop d'importance à l'idée de l'instinct maternel. L'instinct maternel, sans doute existe-t-il un peu, mais il existe comme tous les instincts humains, c'est-à-dire de façon extrêmement réduite. C'est la grande différence entre les humains et les animaux, hein, telle que vous la retrouvez chez Rousseau. C'est-à-dire que les animaux sont régis par leurs instincts, les humains sont marginalement régis par leurs instincts. Ce qui caractérise l'humain, donc cette idée de Rousseau qui va être reprise, comme vous savez, par les existentialistes, par Sartre, ce qui caractérise l'humain, c'est sa liberté, hein, c'est sa capacité à ne pas dépendre de ses instincts. Et donc, cette liberté, c'est une liberté pour le meilleur, mais pour le pire. Pour le pire, ça peut être le choix de ne pas aimer ses enfants. On est parfaitement libre de ne pas aimer ses enfants. C'est une construction, hein, l'amour des enfants est quelque chose qui peut être considéré comme étant largement artificiel. C'est une construction sociale. On décide d'aimer ou pas ses enfants. C'est très important de bien comprendre ça, parce que si vous avez ça en tête, si vous avez cette évolution historique en tête, vous comprenez que il ne faut pas craindre grand-chose de la PMA pour toutes, de la GPA, j'y reviendrai, ou de l'utérus artificiel. Il faut les voir que comme des dispositifs, de mon point de vue, hein, c'est l'analyse que je défends, mais il faut les voir que comme des dispositifs médicaux, des innovations médicales qui permettent de soulager la douleur. Si certaines femmes veulent utiliser un utérus artificiel pour ne pas avoir à porter un enfant, eh bien, c'est leur choix, et en tout cas, je ne peux absolument pas en déduire que ces femmes aimeraient moins leurs enfants que des femmes qui décident de porter leurs enfants. Vous voyez, je pense qu'il n'y a aucune automaticité dans ce lien. Ça nous amène à distinguer deux grandes conceptions de la famille, la conception naturaliste et la conception progressiste. La conception naturaliste, c'est celle qui considère, donc qui n'a pas lu les travaux d'Elisabeth Badinter, et qui considère que la famille doit être fondée sur les liens du sang, exclusivement sur les liens du sang, et que c'est comme ça que les rapports familiaux se passent le mieux. La vision qu'on pourrait qualifier de progressiste, qui est la mienne, c'est l'idée selon laquelle, bien évidemment, une famille de fait est une famille le plus souvent des liens du sang, mais ce qui définit la famille, c'est l'amour inconditionnel. On aime nos enfants, par exemple, de façon inconditionnelle. Quoi qu'ils fassent, on continue de les aimer. Et c'est plus ça qui va définir les liens familiaux, et en particulier les liens des parents vers les enfants, et aussi sans doute d'ailleurs des enfants vers les parents. C'est plus ça qui va définir ces liens que les liens de la nature. Alors, puisque on est à Cannes virtuellement, malheureusement, vous avez deux films qui illustrent très bien ces conceptions différentes de la famille. Le Parrain de Francis Ford Coppola et Le Kid de Charlie Chaplin. Dans Le Parrain de Francis Ford Coppola, vous voyez bien qu'on ne peut pas échapper à la famille. Vous êtes obligé d'adhérer et même de participer aux activités criminelles de la famille. Alors, tant que vous n'exercez pas votre liberté, tout se passe bien. Hein. Si vous êtes un criminel, voilà, si vous tuez les ennemis de la famille, vous êtes aimé dans le cercle familial, mais vous n'avez pas le droit de faire autre chose parce qu'on considère que le fait d'appartenir à cette famille vous contraint à respecter tous les codes, toutes les lois de cette famille. Donc là, vous avez une famille qui est une famille
purement des liens du sang. Et puis vous avez à l'inverse le Kid de Charlie Chaplin, donc vous avez tous vu ce film, donc Charlie Chaplin qui trouve un enfant qui a été abandonné, hein. Il le trouve même dans une poubelle, si je me souviens bien. Et donc il le prend chez lui et puis il l'adore, donc il s'occupe beaucoup de lui, il le nourrit, il l'élève, hein, ça dure assez longtemps et c'est évidemment un vrai amour. Et d'ailleurs il y a cette phrase à la fin du film absolument bouleversante, je trouve, quand la police veut récupérer le Kid pour le rendre à sa mère, la police demande à Charlie Chaplin est-ce que vous êtes le père? Et Charlie Chaplin répond presque. Je trouve que c'est une phrase, c'est une réponse, c'est pas une phrase, mais c'est c'est extrêmement bouleversant, parce que bien évidemment, il se considère en réalité lui, comme le vrai père, mais il ne peut pas le dire parce que ça n'est pas encore complètement rentré dans les mœurs. Alors, tous les parents qui ont adopté des enfants comprennent très exactement ce que je veux dire. Ils comprennent bien qu'on aime autant les enfants adoptés que les enfants non adoptés. À partir du moment où vous avez ça en tête, ben, vous comprenez parfaitement qu'on peut être parent sans avoir enfanté soi-même. Et c'est la raison pour laquelle je suis, bien que n'étant pas concerné, hein, je ne suis ni une femme ni homosexuel, mais c'est la raison pour laquelle j'ai milité pour l'ouverture de la PMA aux couples de femmes. Je trouve très bien que les couples de femmes puissent avoir des enfants. De la même façon, même si c'est plus compliqué, je suis tout à fait favorable à ce que les couples d'hommes aient des enfants. Alors, pourquoi est-ce que c'est plus compliqué? Parce que, évidemment, la technique pour avoir des enfants pour des couples d'hommes est encore plus difficile que pour les couples de femmes, puisque dans les couples de femmes, il y a au moins une des deux femmes qui peut porter l'enfant et accoucher. Donc, on fait appel à des gamètes qui sont des gamètes masculins, mais c'est la seule intervention technologique. Dans le cadre de la GPA, il faut une mère porteuse, donc une mère qui est extérieure au couple, et ça oblige à penser la famille comme une famille, là pour le coup, véritablement basée sur l'amour, puisque on n'a pas aucun des deux parents ne va porter l'enfant. Alors, je ne vais pas faire une conférence sur la GPA ce soir, parce que c'est un sujet en tant que tel, et c'est un sujet extrêmement compliqué. Je pense que c'est un sujet qui viendra. Hein. Ces 10 dernières années, le premier sujet familial que nous avons eu à traiter était celui du mariage pour tous. Le deuxième sujet était celui de l'ouverture de la PMA aux couples de femmes. Le prochain sujet sera celui de la GPA, qu'on peut faire, mais avec une réglementation extrêmement stricte, parce qu'il ne faut pas que la femme porteuse soit la femme qui ait donné ses gamètes, parce que bien évidemment, il faut exclure, en tout cas de mon point de vue, toute marchandisation du corps féminin. Ça peut se faire, hein, ça se fait en Floride, par exemple, avec des normes éthiques très, très strictes, ça se fait au Royaume-Uni avec des normes éthiques extrêmement strictes. Ce que je voudrais dire juste peut-être pour clore ce sujet de la procréation et de l'enfant, c'est que pour rassurer notamment Sylviane Agazinski, il y aura d'autant moins d'enfants sur commande via la PMA et la GPA que c'est concrètement beaucoup plus difficile d'avoir un enfant via une PMA et plus encore via une GPA que par une relation entre un homme et une femme. Une relation entre un homme et une femme, ça peut mettre un peu de temps, mais dans la plupart des cas, ça marche relativement bien et 9 mois après, on a l'enfant. Le taux d'échec des PMA est extrêmement élevé. Et donc, quand vous décidez d'avoir un enfant par une PMA, c'est beaucoup plus difficile et beaucoup plus long. Et donc, ça demande un engagement encore plus important que par les voies, entre guillemets, classiques. Alors, j'ai entrepris cette recherche et ce livre sur la famille pour une autre raison. J'étais très intéressé par cette question donc, des évolutions des technologies médicales, qui est donc le sujet que je traite dans le nouveau livre Homo Sanitas, hein, celui qui est sorti la semaine dernière. Mais une autre raison qui m'intéressait en tant
que personne qui travaille sur les sujets économiques, c'était au fond via le raisonnement suivant. Je me disais, le capitalisme de la troisième révolution industrielle, donc ce capitalisme qui est la superstructure au fond basée sur le numérique, l'intelligence artificielle, les imprimantes 3D, les biotechnologies, donc toutes ces technologies qui font des progrès absolument fantastiques depuis une dizaine d'années. Ce capitalisme de la troisième révolution industrielle, c'est un capitalisme qui combat toutes les frustrations que nous pouvons ressentir en tant que consommateurs. Quand vous avez un abonnement Netflix, vous pouvez regarder un nombre de séries extrêmement large, énormément de séries de très grande qualité, et vous pouvez y passer votre vie au fond. Donc, la seule chose qui vous manque, c'est le temps. De la même façon, quand vous avez un abonnement Deezer ou Spotify, ce qui est le cas de la plupart des Français, eh bien, vous pouvez écouter absolument toute la musique que vous souhaitez. Moi, je me souviens, quand j'étais étudiant, j'utilisais mon argent de poche pour acheter des CD. Et quand je pouvais en acheter 2, j'étais déjà très content. Donc, mon problème, c'était vraiment de bien les choisir. Et ma difficulté, c'était que j'étais en permanence frustré parce que je n'écoutais pas suffisamment de musique par rapport à ce que j'aurais voulu écouter comme musique. Aujourd'hui, mon problème, c'est le problème inverse. J'écoute, je crois écouter à peu près toutes les nouveautés chaque semaine, donc je dois écouter une dizaine ou une quinzaine de nouveautés chaque semaine. J'écoute à peu près tout. Ce qui me manque, c'est le temps. Ouais, donc, et j'écoute à peu près tout pour un abonnement qui doit être de 15 euros par mois, c'est-à-dire le prix d'un CD. Oui. Je voyais l'autre jour, puisqu'on utilise beaucoup la restauration à domicile depuis 1 an, malheureusement, je voyais une publicité Deliveroo, qui est une application à titre personnel que j'utilise beaucoup, et ça m'a complètement fasciné. Donc la signature publicitaire était « Mangez ce que vous voulez, où vous voulez, quand vous voulez ». Là, au moins, c'est clair. Donc, on voit qu'on est dans un capitalisme qui nous donne tout de suite, et pour pas très cher. Et donc, c'est un capitalisme qui nous pousse, qui nous donne des possibilités d'être infidèles, et qui nous pousse à être infidèles, et qui nous offre des nouveautés en permanence. Vous le voyez bien quand vous regardez, par exemple, les publicités Netflix, toujours des nouveautés, toujours des nouvelles séries, et à l'intérieur même des séries, les scénarios sont conçus pour nous surprendre en permanence. Et notre cerveau s'habitue à cela. Et donc la question que je me suis posée, c'est comment est-ce que dans un monde où tout nous pousse, où le capitalisme nous pousse à l'infidélité, est-ce que on peut vraiment rester fidèle dans nos vies privées? D'autant plus que cette infidélité, elle déborde du champ de notre vie en tant que consommateur. Nous sommes des consommateurs infidèles, mais il se trouve que nous sommes aussi devenus des employés infidèles. Le turnover a beaucoup augmenté dans les entreprises. Nous sommes devenus des électeurs infidèles. La volatilité électorale, tous les sondeurs l'expliquent, ou tous les spécialistes de sciences politiques expliquent parfaitement bien que la volatilité électorale a beaucoup augmenté ces dernières années. Et alors, beaucoup d'entre vous ne savent pas pour qui ils vont voter en 2022. Pour l'élection présidentielle, qui est le moment politique le plus important pour notre pays, beaucoup d'entre vous ne le savent pas encore et vont peut-être changer. On sait qu'il y a des électorats qui sont relativement perméables entre Emmanuel Macron, Xavier Bertrand, par exemple, ou Valérie Pécresse, je ne sais pas qui se présentera à droite, mais on sait que la volatilité entre ces types d'électorats est très importante. D'accord ? Donc nous sommes des électeurs infidèles. Alors, est-ce que tout ceci nous condamne à devenir des conjoints infidèles? Alors, quand on regarde les statistiques sur l'infidélité, on voit que l'infidélité a beaucoup augmenté au fur et à mesure du temps, mais elle a beaucoup augmenté pour une raison qui est une raison démographique, qui est liée à l'espérance de vie. Alors là encore, vous voyez le pont avec les progrès qu'on fait dans la santé. L'espérance de vie, alors là, je vous ramène à Homo sanitas, mais l'espérance de vie à la naissance était de 30 ans à peu près il y a un gros siècle. Elle était de 60 ans après la Deuxième Guerre mondiale. Elle est aujourd'hui de 82-83 ans. Et c'est une moyenne, bien évidemment. Énormément de gens vivent très au-delà de 82 ou 83 ans. Le nombre de centenaires, par exemple, explose. Quand le mariage civil a été instauré en France, c'est un acquis révolutionnaire, c'était en 1790, je crois.
on vivait en moyenne moins de 10 ans après le mariage. En général, c'est la femme qui mourait en premier en couche. Et si ce n'était pas la femme qui mourait, l'homme mourait d'une infection, donc tout se passait bien. Le couple ne durait pas plus de 10 ans. Donc la tentation de l'infidélité était un peu plus réduite. Aujourd'hui, l'espérance de vie au moment du mariage, elle est de 50 ou 60 ans. Et donc, vous comprenez bien pourquoi l'infidélité augmente. Tout simplement parce qu'il est évidemment beaucoup plus difficile, si ce n'est impossible, d'être fidèle pendant 50 ans que de l'être pendant 10 ans. Mais quand on demande aux jeunes, et je conclurai là-dessus pour laisser du temps aux échanges, quand on demande aux jeunes, pour vous, qu'est-ce que c'est qu'une vie réussie? C'est très intéressant. Alors, à tout seigneur, tout honneur, c'est notre ami Pierre-Henri Tavoyot qui m'avait mis sur cette voie. Quand je lui avais parlé de ce livre, c'est que Pierre-Henri Tavoyot est l'un de ceux qui explique, avec beaucoup de brio et de talent, et de façon très convaincante, que notre monde moderne n'est pas du tout marqué par une disparition des valeurs, mais par une individualisation des valeurs. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de valeurs globales, comme la religion ou des valeurs politiques. Plus personne n'est prêt à mourir pour le communisme ou pour Mao. Tout ça n'existe plus. Mais en revanche, il y a des valeurs qui sont des valeurs individuelles. Et quand on demande aux jeunes ce qu'est pour eux une vie familiale réussie, ils nous disent une vie réussie, c'est de vivre avec une personne, d'avoir 1 ou 2 enfants, de vivre le plus longtemps possible ensemble et d'être le plus fidèle possible. Et donc, la fidélité reste pour les jeunes quelque chose qui est très important. Ça ne veut pas dire qu'ils réussissent à être fidèles, mais ça veut dire quelque chose qui est très important quand on réfléchit sur l'avenir du couple et sur l'avenir de la famille. Ça veut dire que l'infidélité dans le couple, pas dans les autres sphères de notre vie, pas dans la vie économique ou dans la vie politique, mais l'infidélité dans le couple reste quelque chose qui est vu comme étant quelque chose de non souhaitable. Ça ne veut pas dire qu'on est fidèle, mais l'infidélité est quelque chose qui est quasiment toujours mal vécu. C'est toujours vu ou assez souvent vu comme relevant du domaine de l'échec, de quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire. C'est quelque chose qui est toujours culpabilisé. Et ça, c'est très important parce que ça montre que, au fond, cette armature de la famille classique est quelque chose qui tient très bien. Et d'ailleurs, j'avais eu ce débat dans le Figaro à l'occasion de la sortie du livre avec Laetitia Strauss-Bonnard, qui est une jeune philosophe conservatrice que j'aime beaucoup, par ailleurs extrêmement talentueuse et extrêmement brillante, mais avec laquelle j'avais un désaccord. Elle se définit, elle dit qu'elle est conservatrice parce qu'elle est inquiète. C'est son inquiétude qui la rend conservatrice, et elle craint notamment le délitement de la famille. Et j'essayais de la rassurer en lui disant, mais regarde, en réalité, la famille n'a sans doute jamais été aussi solide qu'aujourd'hui, parce que ce que l'on voit, c'est qu'elle est très plastique, c'est qu'elle est extrêmement résiliente. Au fond, même dans un monde qui est un monde extrêmement changeant, la volonté de famille reste extrêmement forte. Et je conclurai là-dessus, pour un libéral comme moi, c'est quelque chose qui est très important. Vous avez des gens qui considèrent, vous avez des observateurs, des intellectuels qui considèrent que la famille, c'est quelque chose qui pourrait disparaître, c'est pas grave. C'est le cas de Michel Onfray, par exemple. Il le dit lui-même, il dit, moi, j'aime pas la famille, c'est l'enfermement, c'est voir toujours les mêmes personnes, c'est quelque chose qui n'est pas souhaitable. Il se situe d'ailleurs dans la tradition d'extrême gauche classique. Enfin, chez tous les révolutionnaires d'extrême gauche, vous avez la volonté d'enlever les enfants à leur famille, puisque la famille est quelque chose qui est bourgeois, qui est conservateur. Moi, je ne crois pas ça. Je suis un libéral et je crois que la famille fait partie des institutions libérales non étatiques très importantes de notre société. C'est une partie très importante de ce qu'on appelle la société civile, et c'est très important d'avoir ce type d'institutions dans nos sociétés. Mais la famille, elle est incroyablement résistante, elle est incroyablement résiliente, et elle n'est pas du tout en déclin. C'est absolument faux de dire que la famille est en déclin. Ce sont les formes de la famille qui évoluent. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que la famille a une très grande capacité à évoluer
avec les changements de nos sociétés. Et souvent, vous évoquiez dans l'introduction le fait de la famille comme étant quelque chose de protecteur. Eh bien, là encore, c'est quelque chose que l'on voit beaucoup dans les enquêtes d'opinion. Les gens considèrent la famille comme une maison. C'est la raison pour laquelle, sans doute, ils en ont besoin aujourd'hui, dans un monde qui est marqué par la destruction créatrice, par des changements politiques extrêmement importants, par des changements d'ordre géopolitique très importants. Évidemment, cette catastrophe qui nous est tombée dessus il y a un an n'a pas arrangé les choses, même si on est en train d'en sortir. Enfin, en tout cas, les pays qui sont capables de faire des campagnes de vaccination dignes de ce nom sont en train d'en sortir. Eh bien, dans tous ces éléments qui sont des éléments de changement, plus ou moins anxiogènes, la famille est vue comme une maison protectrice et rassurante face à toutes ces mutations. Voilà, je m'arrête pour laisser le temps au débat. Oui, merci beaucoup Nicolas Bouzou pour votre vision également sur l'avenir de la famille. On l'a bien compris, donc peut-être je vous repose cette question tout de suite. La famille, vous la considérez comme une valeur refuge en quelque sorte? Alors oui, enfin c'est pas moi, en tout cas, c'est plutôt les gens qui la considèrent comme une valeur refuge. Il n'y a pas de déclin de la famille. On confond le déclin de certaines formes de la famille avec le déclin de la famille. Je vous prends un exemple très concret. Il y a un déclin du mariage, très fort, très important, qui date pas d'hier. Hein. C'est vraiment quelque chose qui a 15-20 ans et qu'on voit dans quasiment tous les pays au monde et qui est extrêmement prononcé. Mais le déclin du divorce, c'est pas du tout le déclin du couple. Pas du tout. Il n'y a aucune explosion de ce que l'on pourrait appeler le célibat voulu. Il y a une montée du célibat, mais la première cause du célibat, c'est la démographie. Ce sont les évolutions médicales. C'est le fait qu'on vit de plus en plus longtemps et malheureusement pour moi, statistiquement, les hommes meurent avant les femmes. Et donc, vous avez une montée d'un célibat féminin qui est très fort, mais qui n'est pas lié au fait qu'on ne veut plus vivre en couple. C'est lié au fait qu'on perd un conjoint. Bon. Mais ce que l'on appelle le célibat voulu est quelque chose qui existe, bien évidemment, mais qui n'est pas du tout en train d'emporter la société. De la même façon, je le montre aussi dans le livre, que le polyamour, c'est-à-dire l'idée, alors là c'est l'inverse du célibat, c'est l'autre extrême, c'est l'idée qui consiste à vivre non pas à 2, mais à 3, 4 ou 5. Vous savez, c'était l'idée de Sartre et de Simone de Beauvoir, qui n'a pas du tout fonctionné, d'ailleurs y compris dans leur couple. Hein. J'ai lu leur correspondance, c'était absolument une catastrophe. La vérité, c'est que Simone de Beauvoir était très impressionnée par Sartre. Elle vivait sous son influence, mais c'était une influence qui était très malsaine, et elle lui rapportait des jeunes femmes qu'elle mettait dans son lit à lui. Donc, tu parles d'un modèle de famille, et d'ailleurs, elle en était extrêmement malheureuse. Alors, le polyamour, ça concerne à peu près 5% de la population. Ça va peut-être un tout petit peu monter, mais ce n'est pas du tout quelque chose qui explose. Donc la famille, le couple avec des enfants, c'est quelque chose qui reste la volonté dominante de la plupart de nos concitoyens. Nicolas Bouzou, qu'est-ce que les nouvelles technologies ont pu changer aujourd'hui en termes de rencontres, notamment les applications comme Tinder? Qu'est-ce que ça change de fondamental? Alors, je ne pense pas que ça change beaucoup de choses de fondamental. Beaucoup de sociologues ont essayé d'expliquer que c'était vraiment quelque chose d'horrible, que c'était là encore la réification la technologisation de la rencontre, la marchandisation de la rencontre, et que ça allait emporter finalement les relations amoureuses. Hein. C'est le titre d'un livre d'Eva Elious, une grande sociologue israélienne. Le livre s'appelle La fin de l'amour, donc voilà, cette idée selon laquelle les applications de rencontres, c'est absolument terrible parce que ça fait entrer l'amour dans la sphère marchande. Comme si c'était grave d'ailleurs. Hein. Alors l'anticapitalisme et l'antilibéralisme est tellement fort chez la plupart des sociologues, à quelques heureuses exceptions près, comme Gérald Bronner en France par exemple, mais sinon la plupart des sociologues considèrent que à partir du moment où il y a un marché, où il y a de la technologie et il y a un marché et des entreprises, c'est vraiment la fin de tout et la fin des valeurs. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Quand on regarde très attentivement, on a beaucoup d'études qui portent sur les applications de rencontres. Qu'est-ce que ça change? Alors, ça multiplie les aventures d'un soir. Ça, c'est vrai.
je ne vois pas le problème. Je ne suis pas un moraliste. Je n'ai absolument aucun problème avec le fait qu'il y ait une multiplication des aventures d'un soir. Je trouve ça plutôt sympathique. Qu'est-ce que ça change du point de vue du choix du conjoint? En réalité, en général, rien. Parce que les critères de choix d'un conjoint sont les mêmes en ligne que dans la vie. Et de toute façon, alors en ce moment c'est un peu compliqué, mais quand on a rencontré quelqu'un sur Tinder, par exemple, puisque vous citez cette application, c'est la plus utilisée, quand on rencontre quelqu'un sur Tinder, bah, le coup d'après, on le voit au bar ou au restaurant. Donc, en fait, les modalités de la rencontre redeviennent celles du temps où les applications de rencontre n'existaient pas. Et on commence à avoir des statistiques sur la durée des couples et des mariages après une rencontre sur les applications. Et en fait, on est en train de voir que c'est plutôt plus long que via des rencontres hors application. Donc, là encore, je voudrais rassurer les sociologues anticapitalistes, voilà, faut pas s'affoler. La marchandisation a toujours existé. Hein. L'entrée en boîte de nuit, c'était payant. C'était même beaucoup plus cher qu'un abonnement sur Tinder. C'était beaucoup plus élitiste. C'était beaucoup plus endogame dans la mesure où on voyait des gens qui étaient uniquement des gens de notre classe sociale. Donc, c'était pas beaucoup mieux en réalité. Donc là encore, il ne faut pas voir la modernité comme étant quelque chose qui écroule toutes les valeurs et qui va mener à la fin de l'amour. Ce que l'on voit quand on fait non pas de l'idéologie, mais quand on regarde ce qui se passe dans la réalité, c'est plutôt l'inverse. Nicolas Bouzou, en 2 mots, quelles ont été selon vous les principales conséquences de ces différentes périodes de confinement sur le noyau familial? Est-ce qu'il y a eu des conséquences? Là, on a vu notamment une baisse des naissances observée en janvier en France. Oui, alors ce sont des conséquences qui sont malheureusement mauvaises, hein, mais enfin, cette crise nous a pas apporté grand-chose de bon, à part les vaccins ARN messagers, ce qui est vraiment quelque chose de bon pour le coup, mais en tout cas, dans le domaine des relations humaines et des relations familiales, le bilan est négatif. Alors, la baisse du taux de fécondité, ça c'est normal, puisque pour avoir des enfants en 2020 et en 2021, il faut quand même être très motivé. Hein. Accoucher avec un masque et sans visite, c'est quand même quelque chose qui fait pas très, très envie. Et donc, il est absolument normal qu'on ait une baisse du taux de fécondité. Je pense qu'elle est en partie réversible. Le taux de fécondité baisse structurellement en France, hein, de mémoire, il devait être avant la crise de 1,88, quelque chose comme ça. Donc, il diminue. Hein. On a un solde naturel, ce qu'on appelle le solde naturel, c'est-à-dire l'évolution de la population hors immigration qui est négatif. Mais ça, je dirais qu'on le voit dans le monde entier. C'est un phénomène qui est lié à l'enrichissement. Hein. Plus on vit dans l'aisance, moins on a d'enfants. Et même les pays pauvres qui s'enrichissent subissent une chute du taux de fécondité qui est extrêmement forte. Hein. Il y a quasiment plus de pays avec des taux de fécondité de 6-7 enfants par femme. Ça n'existe plus. Même les pays d'Afrique subsaharienne, qui font partie des pays les plus pauvres, mais qui sont en croissance, ont des taux de fécondité qui diminuent rapidement. Non, en revanche, ce qu'on voit et qui est très problématique, mais ce n'est pas du tout étonnant, c'est l'explosion de la conflictualité dans les couples, explosion qui va même jusqu'à des relations violentes. Hein. Il y a eu vraiment une explosion. Oui. Les policiers l'ont dit, bien sûr, des violences conjugales, des violences sur les enfants aussi, mais beaucoup des violences conjugales. Ce qui n'est pas très étonnant, puisque là aussi, je le montre dans mon livre en utilisant des modèles économiques, hein, puisque les économistes ont beaucoup travaillé sur le couple, notamment un économiste qui a eu le prix Nobel d'économie d'ailleurs en 1992, je crois, c'est un très grand économiste qui s'appelait Gary Becker, qui montrait bien que pour qu'un couple fonctionne, il faut qu'il y ait des espaces de liberté très, très importants. Et à partir du moment où vous êtes ensemble toute la journée, vous n'avez plus d'espace de liberté, surtout dans les grandes villes où les logements sont petits. Et donc, vous n'avez plus d'espace de liberté. Et sans espace de liberté, forcément, l'intérêt du couple diminue considérablement. Ce qui est plaisant dans le couple, c'est de se retrouver. Et à partir du moment où vous ne vous retrouvez plus, là, bien évidemment, vous pouvez avoir beaucoup de problèmes qui surgissent. Et c'est très exactement ce qu'on a vu depuis 1 an. En fait, ce qui fait la valeur d'une relation, d'ailleurs, en Chine, pardonnez-moi, je termine juste pour répondre complètement à votre question, mais en Chine, vous avez une augmentation très forte depuis 1 an des divorces. Donc ça, on le voit déjà statistiquement.
Et est-ce que vous pensez que les difficultés économiques, hein, la dette, effectivement, de tout ça peut avoir un impact aussi sur les relations au sein de la famille? Non, là, je pense que vous poussez le bouchon un peu loin en faisant un lien entre l'augmentation de la dette publique et les relations familiales. Euh, bon, bien sûr, je vois votre raisonnement, hein. C'est-à-dire l'idée que la dette publique est un fardeau qui pèse sur les générations futures et que ce poids peut, comment dire, affecter le lien transgénérationnel. Et c'est vrai que certains de mes camarades dans le débat public ont soutenu hein, cette idée selon laquelle on en faisait trop dans la lutte contre la Covid-19 pour, au fond, sauver des gens qui sont des gens très âgés avec des comorbidités et qu'il n'était pas éthique de faire peser le poids de la lutte contre la Covid-19 sur les jeunes, parce que ce sont les jeunes qui aujourd'hui ne trouvent pas de stage, ne trouvent pas d'emploi. Alors, je dois vous dire, mais je l'ai dit beaucoup dans les médias, mais que je suis en désaccord, mais radical avec cette thèse. Voilà, je pense que cette thèse est fausse, je pense qu'elle est philosophiquement pas bonne et économiquement incorrecte. Alors, elle est philosophiquement pas bonne parce que je pense que la grandeur d'une société, c'est de protéger les plus fragiles. Voilà, c'est pas de protéger ceux qui vont bien, c'est de protéger plutôt ceux qui vont mal. Et donc, je pense que ce qu'on a fait depuis un an est éthiquement tout à fait juste et fondé. Je pense que les choix éthiques qui ont été faits par nos sociétés sont les bons. Ce sont des choix très difficiles à assumer, hein, le fait de faire passer la santé des plus fragiles en priorité. Mais je pense que ça montre que nos sociétés sont beaucoup moins matérialistes, là encore, hein, que ce qu'on a bien voulu dire. Donc, je pense que c'était un bon choix. Je ferai remarquer, ça aussi je le développe dans Homo Sanitas, que de toute façon, ce sont toujours les gens les plus fragiles et en particulier les plus âgés qui sont victimes des drames sanitaires. Toujours, voilà. C'est donc il ne faut pas s'en étonner. Ça a toujours été le cas. C'est le cas dans la plupart des épidémies, pas toutes, pas dans le cadre de l'épidémie de SIDA par exemple, mais dans la plupart des épidémies, ce sont les personnes les plus fragiles qui décèdent. Donc, il n'y a rien de neuf. Et puis, surtout, je considère que ces prochaines années, ces 10 ou 20 prochaines années, ou 30 prochaines années, on est en capacité d'avoir une économie très prospère, parce que cette crise, elle accélère aussi beaucoup l'innovation en santé, j'en ai parlé en prenant l'exemple des vaccins ARN, mais aussi dans le numérique, dans l'intelligence artificielle, dans l'industrie, avec la robotisation. Et donc, je pense que si on est un peu astucieux, si on s'y prend bien, on peut avoir 10, 20, 30 années de prospérité, d'autant plus que toutes ces technologies nous permettent aussi de combattre le réchauffement climatique. Qui est le gros problème actuel qui se pose à l'humanité. Mais le réchauffement climatique, on va pas, j'en parle aussi beaucoup, on ne va pas le combattre en faisant moins d'enfants. C'est absurde. C'est la logique de la décroissance. Le réchauffement climatique, on va le combattre en faisant des enfants et en élevant des enfants dans la conscience des problématiques écologiques, ce qui est complètement différent. Il vaut mieux avoir 10 milliards de gens qui sont conscients des problématiques écologiques que 7 milliards de sagouins qui jettent les plastiques par la fenêtre. Vous voyez, donc non, il faut évidemment pas verser là-dedans. Et la priorité des priorités, de toute façon, pour revenir à la dette publique, ce n'est pas la dette publique, ça on s'en souciera plus tard. La priorité des priorités, c'est de sortir de la crise le plus vite possible. C'est-à-dire de vacciner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce que l'on fait maintenant à peu près bien le week-end. Mais maintenant, il faut le faire la semaine. C'est curieux. Voilà, il faut le faire. Ben oui, c'est curieux parce qu'en France, on a fait un truc bizarre. On a pris le problème à l'envers. On a une bonne campagne de vaccination depuis maintenant 15 jours, mais le week-end. Je sais pas pourquoi. Le week-end, voilà. Bon, il faut que maintenant ce soit également. Faut le faire tout il faut le temps. que ce soit en semaine. Nicolas Bouzou, peut-être une. C'est un combat d'ailleurs, je le dis au passage, que je partage avec mon ami le maire de Cannes. Oui, David Lisnard, tout à fait, tout à fait. Peut-être une toute dernière question que vous avez évoqué effectivement votre conception, on va dire, de la famille libérale. Alors, redites-le nous, effectivement, ça peut passer par la PMA, par la GPA. Faut-il en avoir peur aujourd'hui de cette gestation pour autrui et de cette procréation médicale assistée? Non, certainement pas. D'une part, alors même si moi je n'en ai pas peur du tout, je trouve ça très bien. Mais ceux qui en ont peur ou qui seraient contre, je voudrais leur dire que de toute façon, ça ne concerne qu'une petite partie de la société.
les couples homosexuels qui veulent s'engager dans une démarche de PMA aujourd'hui ou de GPA demain sont très peu nombreux. Donc de toute façon, c'est pas ça qui change la société. Mais il se trouve que moi, j'y suis favorable parce que en réalité, de mon point de vue, ça renforce la famille. C'est ça le point important. Ça renforce la famille basée sur l'amour. Mais il faut lire des témoignages, hein, c'est très important. Si vous ne me croyez pas, il faut lire des témoignages. Il y en a beaucoup aux États-Unis. Vous savez qu'aux États-Unis, les gens font des témoignages sur tous les sujets. Et il faut lire les témoignages de gens qui ont procédé à des GPA. C'est tout à fait passionnant. Vous avez parfois des vedettes qui en témoignent. Vous pouvez lire l'autobiographie d'Elton John, par exemple. Elton John, voilà, il a des enfants, il a eu des enfants avec son mari, je crois, je ne sais pas s'ils sont mariés, mais peu importe. Et vous verrez que ça demande un engagement, qui est un engagement extrêmement fort, et qui est tellement fort qu'il ne peut être basé que sur la volonté d'élever des enfants dans les meilleures conditions possibles. Et c'est ça le point important. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Donc non, il faut absolument pas en avoir peur. Ce qu'il faut craindre en revanche, mais ça c'est un problème différent. Ce qu'il faut craindre avec la GPA, pas avec la PMA par construction, mais avec la GPA, c'est éventuellement la marchandisation du corps humain et du corps des femmes, comme on le voit dans certains pays comme l'Inde. Mais ça se régule. Je pense que ça se régule. Certains États américains, j'évoquais le cas de la Floride, Marc-Olivier Fogiel avait écrit un excellent livre, hein, par exemple, sur sa GPA, je n'ai plus le titre du livre en tête, mais il a eu 2 enfants, je crois, ce sont deux petites filles, avec son mari, il les a eues en Floride, et son livre explique bien, de façon extrêmement concrète, comment se passe une GPA en Floride, et c'est un parcours incroyablement complexe et incroyablement long. Donc il n'y a pas de marchandisation. L'enfant sur commande, c'est quelque chose qui n'existe que dans la tête de certains sociologues ou philosophes qui est un peu, excessivement, je dirais, craintif et excessivement conservateur. Mais dans la vraie vie, moi c'est ça ce que je fais. Moi j'observe les choses comme elles sont. C'est pas quelque chose qu'on le voit. Et je vous dis en plus, je le vois vraiment de l'extérieur parce que je ne suis pas du tout concerné à titre personnel. Donc je le regarde vraiment de l'extérieur. Merci beaucoup, Nicolas Bouzou, pour votre vision de l'économiste, du sociologue sur l'avenir de la famille. On invite d'ailleurs toutes celles et ceux qui nous écoutent ce soir d'acheter votre livre. Il vient tout juste de sortir dans Homo Sanitas. Ça, c'est le tout dernier. Et je laisse conclure le président de Cannes Université, Emmanuel Voisin-Monchaux, pour le mot de la fin. Encore un immense merci, Nicolas Bouzou. C'est moi qui vous remercie. J'espère vous voir en vrai très bientôt. Ah oui, bien sûr. De passionnants printemps, merci beaucoup. Merci à vous, merci à Laurence Vanin, Marie-Claude Méliès, à vous, Monsieur Nicolas Bouzou. Merci à Philippe Muller pour cette animation et à votre présence à tous, adhérents et sympathisants de Cannes Université. Alors juste, après ces interventions, très brièvement, je voulais quand même remarquer la qualité de la pédagogie, de l'érudition, de ces pensées complexes expliquées avec finesse. J'ai relevé quelques thèmes qui, à titre strictement personnel, mais je pense que chacun trouvera des thèmes que je souhaiterais approfondir dans des lectures, dans des échanges. Laurence Vanin, le hérisson de Schopenhauer, la famille, le topologos, la famille et autres affinités à l'heure des smartphones. Marie-Claude Méliès, la génocratie, la belle Hélène et le rôle des femmes dans la famille. Le passage du matriarcat au patriarcat et la famille choisie et l'adoption romaine. Et Nicolas Bouzou, le débat sur la PMA et la GPA. L'amour de l'enfant, un sentiment récent dans l'histoire. Vous avez très bien parlé d'Elisabeth Badinter, mais aussi de tout ce thème. Le lien entre l'infidélité et le capitalisme. Et enfin, un optimisme sur l'avenir de la famille. Donc, nous avons tous, je pense, l'occasion de réfléchir encore là-dessus et je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite aussi à très bientôt pour nos prochaines Cannes conférences et vous propose de continuer de les suivre sur Facebook Live à travers notre newsletter toutes les semaines. Le vendredi, vous savez, nos nouvelles informations et sur notre site www.cannes-université.fr. Bonne soirée à tous et merci encore.